Notre débat de ce lundi après-midi avec Véronique Jacques, qui est journaliste à Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et maître Philippe-Henri Honegger, bonjour. Bonjour. Avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. On va d'abord commencer par parler du cas Bertrand Cantat. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec sa tournée compliquée, des concerts qui ont été annulés et la justice qui revient sur le devant de la scène pour Bertrand Cantat, puisque le parquet de Bordeaux, on l'a appris, a ouvert une enquête préliminaire concernant le suicide de son ex-femme, Christina Radi. C'était en 2010. Je vous propose d'abord d'écouter son ancienne avocate. Elle estime que le chanteur, de par son comportement violent, aurait précipité ce suicide et on en parle juste après. J'ai déposé plainte en ma qualité de présidente de l'association Femmes Libres contre Bertrand Cantat pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, car je considère que les violences à la fois physiques et psychologiques exercées par Bertrand Cantat sur Christina Radi sont directement responsables de la mort de celle-ci. Voilà. Et par voie de conséquence, il s'agit de considérer Bertrand Cantat comme responsable de la mort de Christina Radi. Philippe-Henri Honegger, est-ce que Bertrand Cantat peut, avec cette question qu'avance cette avocate, retourner devant un tribunal ? Ce qui est certain, c'est que c'est une position extrêmement audacieuse de la part de cette avocate et c'est une plainte qui adopte une interprétation de la loi qui est très inhabituelle. Il faut juste préciser les choses. Le sujet de la plainte, ce serait des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le cas typique de ce qu'on appelle les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou de ce qu'on appelle aussi parfois les coups mortels, c'est quelqu'un qui donne un coup de poing, sans intention de tuer, il n'y a pas d'intention homicide, sauf que la personne, par exemple, va trébucher, tomber sur un trottoir, se taper la tempe et mourir. On a des coups dont le but n'était pas de donner de la mort, mais qui, au final, ont entraîné la mort sans l'intention de la donner. Habituellement, on est sur des violences physiques. Et on est surtout sur ce qu'on appelle en droit une causalité directe. Je donne un coup et c'est directement ça qui va entraîner la mort au final. Là, l'interprétation de la loi qui est donnée par cette avocate, c'est de dire par des violences peut-être physiques mais aussi psychologiques qui auraient eu lieu très longtemps avant, on a entraîné non pas directement la mort mais par un ensemble de choses la victime à se suicider. Ce qui est la cause directe du décès, c'est le suicide. Je dirais, dans un premier temps, que la question de la causalité, elle va être extrêmement problématique. C'est-à-dire que le fait qu'une personne se suicide, a priori, ça rompt la chaîne de la causalité. Je ne peux pas être la cause de votre mort si vous-même vous vous êtes donné la mort. Donc pour vous, ça a peu de chances d'aboutir devant un tribunal ? Ça a peu de chances d'aboutir. J'ai vu que le parquet avait décidé de rouvrir l'enquête, peut-être simplement pour étudier cette question-là et simplement pouvoir dire il y a une plainte, donc il faut bien la traiter. Mais en droit... La procureure de Bordeaux dit qu'a priori, ça ne devrait pas faire évoluer les premières conclusions qui avaient mis Bertrand Cantat hors de cause. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un suicide. Donc de toute façon, il n'est pas coupable de la mort directement. Donc là, c'est une sorte d'extension. On a envie de nous dire non, mais parce que très longtemps avant, il a peut-être maltraité, ça l'a amené à se suicider, donc il serait responsable. Je dirais à ce moment-là, peut-être cette dame, dans son enfance, elle a eu des problèmes avec des gens, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se sont mal passées dans sa vie, et tout ça est responsable psychologiquement d'avoir entraîné la mort sans intention de la donner à la fin. Le droit, il fixe des limites, et là, je pense qu'on est très au-delà des limites de ce qui est possible d'envisager pour une condamnation. Véronique Jacquier, on voit quand même malgré tout, avec la réouverture de cette affaire, que le cas Bertrand Cantat pose éminemment problème. La question de ses tournées, son passé. Est-ce que sa vie publique, est-ce qu'il peut continuer à mener cette vie publique ? Est-ce qu'il ne paye pas, finalement, cette volonté de continuer à être sur scène ? On a le sentiment que Bertrand Cantat, on a envie de lui faire un procès toute sa vie. Pourquoi ? Parce que depuis sa condamnation pour la mort de Marie Trintignant, il a dit qu'il a purgé sa peine, bien entendu. Il a purgé sa peine, même s'il n'a fait, entre guillemets, que 4 ans. Mais il n'a jamais témoigné véritablement, je suis un peu sévère, mais les faits sont les faits, d'une véritable contrition. Et il dit « Je suis un artiste, donc j'ai le droit de reprendre ma vie comme avant ».
le public, majoritairement, ne l'entend pas comme ça. Il dit c'est un homme qui a battu une femme et qui l'a tuée. Et donc, nous, on a envie de lui faire ce procès parce qu'il ne fait jamais amende honorable. Donc, ça pose quand même la problème sur le long terme de la personnalité de cet individu, que je trouve extrêmement noir, parce que la plainte là, qui est déposée à son encontre témoigne quand même du passé qu'il a eu avec sa première épouse, Christina Radi. N'oublions pas qu'il l'a quand même laissé tomber au moment où elle a couché de leur deuxième enfant pour vivre une grande histoire d'amour avec Marie Trintignant, donc c'est déjà quand même assez spécial. Ensuite, elle avait d'ailleurs défendu lors de son procès, hein, donc les deux avaient des relations très très particulières. Mais ce qui ressort à travers la plainte qui est déposée au sujet de Christina Radi, c'est que c'est le climat de violence qui est toujours latent autour de cet homme, qu'il génère. Comme le titre du groupe, hein, Noir Désir, puisque Christina Radi avait laissé des messages audio où elle témoignait de grandes souffrances psychologiques et d'une forme de violence. Il y a aussi... Qui avait été portée à la connaissance du public, d'ailleurs. Tout à fait. Et il y avait une première plainte qui avait été déposée. Maître Yehoul, que nous venons d'entendre... s'appuie sur le témoignage anonyme d'un membre de Noir Désir qui a témoigné en novembre 2007, c'était paru dans Le Point. Il ne voulait surtout pas apparaître. Et moi, j'avais interviewé à l'époque, je me souviens, sur Sud Radio, un spécialiste de Noir Désir qui ne démentait pas qu'il y avait une forme d'omerta autour du groupe et autour du chanteur. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était un dieu. Donc, ce qui était arrivé à l'époque à Marie Trintignant, évidemment, était effrayant, mais n'étonnait pas tant que ça son entourage. Mais à l'époque, personne n'avait parlé parce que c'était un dieu. Le juriste que vous êtes s'étonne de ce que vous disiez, Véronique, en préambule. C'est un procès qui n'en finit pas, finalement, celui de Bertrand Cantat. C'est toujours la même chose. Il y a la morale et il y a le droit. Qu'il ait eu un comportement, je parle de cette personne, hein, pas de Marie Trintignant, qui soit moralement gênant, qu'il y ait eu des pressions psychologiques, qu'il y ait eu une relation qui a été conflictuelle, à la limite ça les regarde, j'en sais rien. C'est de l'ordre de la morale. Le droit, et en particulier le droit pénal, c'est une exigence un tout petit peu plus importante d'avoir commis des actes qui sont un petit peu plus graves que ça. Peut-être, au regard des déclarations qui ont été faites, qu'on aurait pu aller sur la question des violences. Sans parler de violences ayant entraîné la mort. Simplement, il aurait commis des violences, soit psychologiques, soit physiques, sur cette personne. Mais ça aurait pu être fait à l'époque. Ça aurait pu être fait à l'époque, et ça peut plus être fait aujourd'hui parce que c'est prescrit. C'est ça, il y a prescription aujourd'hui ? Il y a prescription aujourd'hui si c'est des faits qui datent de 2010 ou d'avant. Ouais. C'est à mon avis la principale motivation du fait qu'on soit sur des violences ayant entraîné la mort, puisque c'est un crime et que donc la prescription elle est plus longue et que ça permet un peu de rouvrir ce dossier, même si... Très honnêtement, je ne crois pas que l'avocate, elle soit véritablement persuadée que ça ira jusqu'au bout. En tant que conseil juridique, je dirais, ça ne marchera pas. Et l'idée, c'est peut-être de le faire cesser sa tournée de... Voilà, et ça, c'est l'autre pendant, et que moi, je trouve beaucoup plus gênant. Vous dites qu'il n'a pas purgé intégralement sa peine. Il a purgé intégralement sa peine. Il a été condamné à 8 ans de prison. Il a fait 4 ans en détention et les 4 autres années de prison, il les a faites sous la forme d'un aménagement de peine. Et on en parle suffisamment pour dire que l'aménagement de peine, c'est essentiel. Non seulement, c'est une forme d'exécution de la peine, mais surtout, elle est particulièrement importante justement pour que les personnes qui ont fait de la prison puissent se réintégrer dans la société. Et quand on dit qu'il n'a pas fait amende honorable, pour plaider régulièrement des aménagements de peine, la condition numéro 1 pour qu'un juge d'application des peines, qui est mieux placé que moi ou que quiconque pour savoir si on accorde cet aménagement de peine, la condition numéro 1, c'est justement qu'on exprime, sa culpabilité, de dire c'est vrai, je suis coupable des faits pour lesquels j'ai été condamné, et 2, des regrets sincères sur les faits qui montrent qu'on est apte à revenir dans la société, à faire amende honorable et justement à réintégrer la société parce qu'on a compris à quoi devait servir la peine et qu'on a compris à quoi servira la fin de l'exécution de cette peine à l'extérieur. On est mal placé pour dire qu'il ne l'a pas fait. Le juge qui a décidé, c'est compliqué de venir dire « Monsieur le juge, en fait, vous êtes trompé. Cette personne, elle ne devrait pas retourner dans la société. » Non, mais quelque part, il est en ce moment condamné dans sa tournée par un juré populaire. Ah ben, c'est sûr. Pas là. Il a purgé sa peine vis-à-vis de la justice. Et très clairement. Et là, il y a un juré populaire qui, tous les jours, lui dit « Non, on ne veut pas que tu chantes. » Enfin, à 80%. Disons, pas tout le public. Mais très clairement, quand on fait une action comme celle-là, on sait parfaitement qu'on va beaucoup plus sur le terrain médiatique que sur le terrain juridique. Ce qui est intéressant pour eux, à un moment donné, c'est de dire continuons à mener le combat, même si au niveau de la justice, on n'a rien à gagner. C'est pas grave, parce qu'au moins, la justice médiatique, elle viendra faire son ouvrage.
qui est parfois pas forcément la plus rigoureuse d'un point de vue juridique. Je voudrais vous faire retourner maintenant, si vous le voulez bien. On va complètement changer de sujet sur les bancs de l'école primaire, avec ce possible retour à l'uniforme. Alors c'est un serpent de mer, hein, ça revient régulièrement. Il y a les pour, il y a les contre. À Provins, en Seine-et-Marne, le maire de la commune a décidé de poser la question directement aux parents d'élèves pour voir s'ils étaient favorables ou non à ce retour de l'uniforme. Et la réponse est sortie assez claire, assez nette. 62% des parents d'élèves ont dit banco, nous on est d'accord pour que nos enfants portent à la rentrée un uniforme. Est-ce que c'est une bonne idée, Véronique? Écoute, moi je comprends la réaction des parents parce que quelque part l'uniforme, alors il ne faut pas voir quelque chose de nostalgique là-dedans parce que... Pas un petit brin conservateur? Non, mais enfant, moi par exemple j'ai porté une blouse. Mais on n'avait pas d'uniforme, on n'a jamais connu l'uniforme. En France, on n'a jamais connu l'uniforme. Donc on a envie de redonner à l'école son lustre d'antan avec les hussards de la République, mais on n'en est pas là. Ce que ça traduit, cette volonté de porter l'uniforme à l'école, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, vous l'avez dit, c'est un serpent de mer. En 2003, Xavier Darcos, qui était ministre de l'Éducation nationale, voulait déjà réhabiliter l'uniforme. C'est que ça rassure les parents. Pourquoi ? Parce que ça répond... ou tout au moins on a le sentiment que ça va répondre aux carences qui sont en déshérence dans la société, c'est-à-dire le collectif, c'est-à-dire un besoin d'autorité, un besoin d'égalité, et alors évidemment ce qu'il y a de sous-jacent là derrière, un besoin de contrer des dérives communautaires. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le cas à Provins. Je crois que le maire dit, moi, je veux qu'il porte l'uniforme parce que je veux mettre l'accent sur la sanctuarisation de l'école. Et finalement, c'est le b.a.-ba. Ils sont là pour apprendre, pas pour porter des marques. Voilà, donc je pense que ça part d'un bon sentiment. Maintenant, attention, puisqu'il y a débat, parce qu'il y a débat aussi sur le coût de l'uniforme, je vois Maître Néguet. Aux alentours de 150 € pour voilà. L'ensemble complet pour l'année. En fait, les parents ont été sondés, donc ils sont volontaires. Donc ils vont dire, oui, banco, on est prêt à payer. Maintenant, dans toutes les écoles publiques de France, puisque l'école est gratuite, évidemment, 80% des parents ne vont pas vouloir payer. Donc vous allez voir que le débat va faire pchit. En revanche, dans les écoles privées, je pense que dans les années qui viennent, c'est un sujet qui va être récurrent. Oui, dans certaines écoles, il y a déjà l'imposition d'une couleur identique pour tout le monde, par exemple. Maître Néguer. Il y a une chose intéressante, la fin de la blouse, parce que ça n'a jamais été d'uniforme, mais la fin de la blouse en France, c'est 1968. On est 50 ans plus tard. C'est justement la date anniversaire et on se trouve qu'on est à la fin du mois de mai, on est au début du mois de juin. C'est intéressant. Il n'y a pas eu de révolution cette année. Non, il n'y a pas eu de révolution cette année. Mais c'est intéressant de voir que 50 ans plus tard, en fait, on a totalement changé d'avis et qu'on a envie de revenir à ce qui était le cas précédemment. Sur l'opportunité, très honnêtement, j'ai pas d'avis. Moi, j'ai pas porté l'uniforme. J'ai pas l'impression d'en avoir été particulièrement victime. J'ai pas mal connu le système britannique dans lequel il y avait des uniformes. Et pour tout vous dire, si l'objectif c'est d'uniformiser à travers l'uniforme, moi je vous le dis pour bien le connaître. Quand les élèves trouvent le moyen de le détourner. Il y a toujours moyen de désuniformiser, de trouver une manière de se distinguer en sortant la chemise, en attachant mal la cravate, en retournant la veste. Donc de toute façon, on va s'en sortir. Il y a une chose qui en revanche, je trouve assez paradoxale. C'est que si l'objectif, c'est, on va dire, de réduire les différences sociales entre ceux qui peuvent mettre des marques ou ceux qui ne peuvent pas en mettre, c'est vrai que le coût de 250 € pour l'uniforme... 150 €. C'est vrai que... Non mais il y a des personnes qui vont devoir porter ce coût-là. Alors si c'est financé par l'État, pourquoi pas. Mais si ça doit être financé par les personnes... dont on se dit non mais on va les protéger parce qu'ils n'ont pas l'argent de leur acheter des marques, mais en fait ils vont quand même devoir investir 150 € pour payer un uniforme. Enfin, c'est 150 € tout compris de pied en cap. Donc, bon, mais c'est quand même leur demander un effort financier pour des personnes dont on vous dit on va vous protéger parce que vous n'avez pas forcément les moyens. Maintenant il y a un autre, mais bon, peu importe. Il y a un autre, en revanche, argument qui est très difficile à entendre, c'est celui du communautarisme, où on va dire de masquer les questions religieuses, parce que là, pour le coup, c'est vraiment en opposition directe avec la question de la laïcité. La laïcité, il faut le rappeler, ça ne veut pas dire d'imposer à tout le monde de faire la même chose, ça veut dire de tolérer que tout le monde puisse faire ce qu'il veut.
Et à partir du moment où on ne vient pas avec des signes ostensibles, où on ne vient pas faire du prosélytisme, il est normal que tout le monde puisse s'habiller de manière différente. Donc si l'argument c'est celui de la laïcité, c'est exactement l'opposé de ce que c'est. Sachant qu'on parle quand même a priori d'enfants encore petits, hein. On est en tout cas sur le primaire pour l'instant, c'est pas forcément à cet âge-là que ces velléités communautaires... Après, il y a une autre chose, c'est que depuis 2008, dans les lycées, dans les Antilles, l'uniforme au lycée, il a été établi ou rétabli. Donc, je dirais, c'est le territoire national, donc on n'est pas dans une révolution absolue, ça existe déjà en France. Ça serait l'étendre à d'autres endroits. Bon, pour vous, c'est plutôt une mauvaise idée, hein, si je traduis bien ce que vous dites. En fait, j'ai pas vu d'argument en faveur. Non, mais en fait, c'est ni une mauvaise ni une bonne idée. Je trouve que c'est sans intérêt. Donc, si les gens ont très très envie de mettre des uniformes, pourquoi pas. Mais je vois pas bien l'intérêt que ça peut avoir. Alors peut-être que Véronique Jacquier va nous aider à avoir un intérêt. Non, mais je trouve que la France est un pays fascinant parce que dans la plupart des pays du monde, notamment la partie anglo-saxonne, on porte un uniforme, ça ne pose aucun problème. Bon, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des écoles en France, si les parents sont d'accord, où effectivement les enfants portent l'uniforme et d'autres, on ne le porte pas. Je crois que ce que ça traduit aussi quand même... alors vous allez peut-être me trouver vieux jeu, mais quand on voit justement les adolescents, c'est un délitement dans certaines tenues. Je me souviens, on avait fait un reportage à Sud Radio où il y avait un proviseur, qui avait été obligé d'instituer une espèce de police à l'entrée du collège parce que dès qu'il faisait chaud, les filles arrivaient en short avec des décolletés pas possibles. Bon, alors voilà, là l'uniforme. Peut-être effectivement mettre un terme à certaines tenues qui ne sont pas toujours forcément adaptées à une école ou. Pour ça, il y a des règlements intérieurs qui, dans certains établissements, interdisent les chemises ouvertes, les jupes trop courtes, les pantalons trop bas. Enfin, il y a une nuance entre dire à tout le monde vous allez mettre une cravate, une veste, une chemise blanche, qui est en plus quelque chose de totalement arbitraire. Pourquoi est-ce qu'on choisirait ce code-là plutôt qu'un autre dans l'uniforme? Et puis de dire il faut venir dans une tenue. Il faudra peut-être voter maintenant pour la couleur de l'uniforme aussi. Ouais, ça sera peut-être encore une autre fois, étape. Si les gens trouvent ça bien, qu'ils le fassent, quoi. Bon, on verra ce qui se passe à Provins. On verra si les écoles approuvent ou non et décident de faire porter l'uniforme à leurs élèves. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler d'un poste clé à l'Élysée, celui de secrétaire général. Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron, est visé par une plainte d'Anticor pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Les détails dans un instant.